Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième table ronde, à ce troisième débat de la résonance de la société du désir, sa puissance de structuration, de destruction, de déflagration. Et après avoir évoqué en deux temps ces héros du désir et le règne du désir, voici que nous arrivons à nos jours, à aujourd'hui, avec cette question de l'épuisement du désir, à bout de désir, ou de la métamorphose, du sens même du désir. Pour évoquer ce point sensible, deux philosophes, dont les travaux sont très bien connus, Myriam Revaud-Dallon, qui a une bibliographie impressionnante, qui a porté sur un examen de tout un ensemble de valeurs fondamentales de nos sociétés démocratiques, évidemment la question de l'autorité, de la fraternité, un examen de toute une série de penseurs politiques, évidemment en partant de la Révolution française, mais en s'attaquant également à Merleau-Ponty, Hannah Arendt, Léo Strauss, et on peut citer dernièrement ces deux ouvrages, L'homme compassionnel et Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie. Ce regard de philosophe politique qui a embrassé toutes les questions de la terreur, du mal, de l'humanité, des passions, sera à mon avis particulièrement éclairant sur le devenir du désir dans nos sociétés contemporaines et en particulier dans nos démocraties occidentales. Michela Marzano, philosophe politique également, qui a travaillé sous tous ses aspects sur la philosophie du corps, de la question éthique à la question de la pornographie, avec un examen de l'amour, du couple, et on peut citer parmi ces derniers ouvrages le contrat de défiance, qu'elle signera d'ailleurs à la fin de cette séance, tout à l'heure, ou bien sûr la pornographie ou l'épuisement du désir, le dictionnaire du corps, malaise dans la sexualité. Donc, il s'agit ici d'examiner ce qu'il en est du désir, en termes sociopolitiques, pourrait-on dire, et c'est peut-être le premier point que nous pourrions aborder. Vous avez, Myriam Revaud-Dallon, examiné tout un ensemble de passions au sens classique du terme, de valeurs, la compassion, l'autorité. Dans quelle mesure diriez-vous que le désir est une valeur structurante, et si oui, sous quelle forme, dans nos sociétés démocratiques modernes? Donc, vous voulez que je réponde à cette question avant même de m'interroger sur l'intitulé de la séance « À bout de désir ». Vous pouvez aussi directement aller à la question « À bout de désir », qui était la deuxième question que j'allais vous poser. Non, mais je vous en prie. Je peux tout à fait... Mais si vous voulez... Disons, de toute façon, ma manière de répondre, c'est une manière de répondre, je dirais, aux deux questions. Alors, sommes-nous à bout de désir? Voilà, aux deux questions, je peux donner une réponse, la même réponse pour les deux questions. J'ai beaucoup de réticence, personnellement, sur le titre même, enfin, sur l'interrogation même, à bout de... Ça marche pas? Je pense. Ça marche? Oui? Non? Bon, si ça marche pas... Ça marche? D'accord. Ça marche? Ça devrait marcher. Bon. Donc j'ai beaucoup de... C'est mieux? C'est mieux? Oui, très bien. Beaucoup de réticence sur, l'intitulé, à moins qu'on mette un point d'interrogation. Je ne sais pas s'il y avait un point d'interrogation. Il y avait un point d'interrogation. C'est très bien. S'il y a un point d'interrogation, ça va. Je vous rassure, donc, ayant deux philosophes pour inviter, je ne pouvais pas ne pas mettre de point d'interrogation. Parce qu'en fait, à bout de désir, à bout de souffle, épuisement du désir, tout ça, ça rentre dans une thématique qui est la thématique de la fin, de la fin, de la terminaison, et mes réticences sur l'expression même à bout de désir, elles s'inscrivent, je dirais, par rapport à la perspective qui est sous-jacente à cette question, qui est au fond celle d'une philosophie de l'histoire inversée, comme si on passait notamment de la croyance au progrès, au triomphe, d'une philosophie de l'expansion de l'histoire à son envers, c'est-à-dire à une philosophie du déclin tel que
pu précisément la décliner, comme vous dites, les déclinologues et les décadentistes, etc. Donc, déclinisme et décadence, pour moi, c'est un nouveau lieu commun, un nouveau lieu commun qui ne fait que renverser, qu'inverser d'ailleurs, de façon symétrique, le symétrique inversé de ce que pouvait être l'idée d'une histoire investie par le progrès, l'accélération de l'histoire, le sentiment de la maîtrise. Et donc, est-ce qu'une société, c'est là où j'en viens, si vous voulez, c'est la même réponse, est-ce qu'il est concevable qu'une société soit à bout de désir, si on considère, si on admet que, d'abord que l'homme est un être de désir, et que cette question du désir, elle nous concerne pas simplement l'individu, mais la collectivité, que quand on dit que l'homme est un être de désir, ça veut dire que c'est un désir qui ne s'épuise pas nécessairement, et pas du tout même dans tel ou tel objet, et qu'on définisse le désir par la privation ou par la dépossession, c'est-à-dire par l'expérience subjective d'un manque, qu'on le définisse comme une réalité, c'est-à-dire une tension, une activité qui est tournée vers un but. Le désir est toujours une réalité. Le désir est toujours une réalité dans la mesure où il ne s'abolit jamais, contrairement aux besoins, ce sont des choses très classiques que je rappelle, mais il ne s'abolit jamais dans la satisfaction de l'objet une fois atteint. Il se reporte indéfiniment sur d'autres objets. Alors si on définit, on peut toujours définir une société comme étant à bout de désir, entre guillemets, au motif qu'elle crée sans cesse de nouveaux objets inassouvissable, ou de nouveaux objets, par rapport auxquels la satisfaction ne pourra jamais être assouvie, ce qui est la définition même du désir. C'est une définition, si vous voulez, possible du à bout de, mais ça ne fait que renvoyer au paradoxe d'une société qui est, d'une certaine façon, encore plus désirante. Même si le désir se porte sur... Alors on peut décrire la frénésie, on peut décrire l'essoufflement qui est lié à la multiplication des objets, mais est-ce que ça suffit à désigner une société ? Je pense que toute société est nécessairement désirante. La question est de savoir de quoi elle est désirante, dans la mesure où toute société implique une forme de socialité, une forme de ce qu'on appelle de vivre ensemble, qui met en jeu pas simplement un système de fonctionnement objectif, un système juridico-politique, mais qui met en jeu une manière de vivre ensemble, bien ou mal, de ne pas vivre ensemble, où ça implique un certain style d'existence, des mœurs, des assises mentales et affectives. Bon. Et le grand analyste du désir dans la société démocratique, c'est Tocqueville. C'est la démocratie en Amérique. C'est Tocqueville, et c'est Tocqueville qui a insisté à propos de la démocratie moderne sur le fait que précisément le mode d'existence démocratique, la démocratie est un mode d'existence, pas simplement un mode d'organisation et de partage du pouvoir, mais que ce style d'existence implique un socle de passion commune, un mode de relation entre les hommes, où, par exemple, Tocqueville dit que la passion dominante, c'est la passion de l'égalité, la passion de l'égalité qui se joue dans l'imaginaire, qui entraîne des modifications absolument fondamentales de la socialité. Et il y a tout un travail, si vous voulez, sur l'imaginaire social de la démocratie moderne. Et quand nous lisons Tocqueville maintenant, pour essayer de comprendre ce qu'il en est des passions démocratiques, de l'envie, donc Tocqueville dit que c'est la passion fondamentale du système démocratique, nous sommes fondés à nous demander si nous sommes encore maintenant dans la continuation ou dans l'exacerbation de ce que Tocqueville avait décrit, ou si nous sommes dans une rupture fondamentale par rapport à ce style d'existence. Alors moi je crois qu'il y a un certain nombre de modalités
de la socialité contemporaine qui sont profondément modifiées par rapport à ce que décrivait Tocqueville, mais je pense que quand même, ce que Tocqueville dit notamment de la logique du semblable, qui est à la fois une logique de la distinction et une logique de l'universalisation, est encore extrêmement important pour comprendre, non, parce que moi je ne tiens pas du tout comme un épuisement du désir, ça renvoie à toutes ces problématiques de la fin de la démocratie, de la fin de l'histoire, de la fin à quoi je ne crois absolument pas. Parce que je pense que ce ne sont que, comment dire, des renversements de sens des grandes philosophies de l'histoire et d'un renversement du sens de la fin. J'ai une autre conception et de l'événement et de l'historicité, parce que je pense que cette question de l'épuisement du désir, elle fait fond sur une certaine représentation de l'histoire, sinon ça n'a pas de sens. Et donc cette question du désir, je la crois fondamentalement structurante. Et il en va de même, si vous voulez, vous avez fait référence à mon travail sur l'autorité. C'est pas parce qu'il y a une crise de l'autorité, c'est pas parce que l'autorité au sens traditionnel du terme n'a plus le sens qu'on pouvait lui donner avec la critique au moment où la philosophie des Lumières en a fait la critique. C'est pas pour cette raison qu'on ne peut pas repenser l'autorité autrement. Parce qu'effectivement, de la même façon que le désir est structurant, de la même façon, l'autorité telle que je la conçois, le pouvoir de commencement, c'est quelque chose qui est fondamentalement structurant parce que c'est un concept qui se joue dans la temporalité même. Donc il en va de même du désir. En ce cas, qu'est-ce qui a changé, évolué dans le fonctionnement même du désir au sein des sociétés? Puisque, si je vous entends bien, il y aurait une modalité particulière du désir en société démocratique. Vous avez évoqué Tocqueville, donc de la démocratie en Amérique, 1841. 42, parce que les deux taux sont un peu décalés. Voilà, 41 et 42. Et on a quand même traversé 2 révolutions industrielles depuis, donc une métamorphose des modes de consommation et un nouveau rapport au bien-être, une redéfinition peut-être. Et donc, à cet égard, comment vous caractériseriez? Est-ce qu'il s'agit d'une métamorphose, d'un emballement, ou est-ce qu'à votre avis, la modalité est restée la même, c'est une question quantitative? Est-ce qu'il y a, pour le dire autrement, est-ce qu'il y a une modification qualitative, à votre avis? C'est pas une modification, c'est ce que Tocqueville décrit, ce sont des structures anthropologiques. Et les structures anthropologiques qui sont les structures de la modernité elle-même. Bon, la question, c'est pour ça que je disais que la question elle se joue dans le rapport que nous établissons avec l'histoire. Quand Tocqueville analyse ce qu'il en est de la logique du semblable, et que d'une certaine façon il anticipe, il montre il anticipe sur les phénomènes que nous pouvons encore observer aujourd'hui, à savoir une logique de l'homogénéisation, par exemple telle que nous l'observons dans les phénomènes de globalisation, de mondialisation, qui creuse en même temps ce qu'on aura pu appeler le narcissisme des petites différences, c'est-à-dire le repli sur les particularités. Donc il analyse au fond des tendances lourdes qui sont effectivement éminemment paradoxales et qui font que moins les hommes diffèrent les uns des autres, et ça c'est quand même une caractéristique du mode d'existence démocratique qui a rompu avec le système de caste où chacun était inscrit d'une certaine façon, je dirais pour l'éternité son existence dans un groupe social. Moins les hommes diffèrent les uns des autres, au moins dans la tête, Tocqueville dit l'égalité dans la tête. Moins les hommes diffèrent les uns des autres par rapport à l'imaginaire social, plus ils tendent à se confondre dans une masse commune, dans notre phénomène de massification, mais plus il importe, dit Tocqueville, à leur orgueil particulier, je cite, de gagner les petits avantages qui les valoriseront. Et quand Tocqueville analyse, par exemple, l'envie comme étant l'une des passions dominantes de la démocratie moderne, je crois que nous pouvons d'une certaine façon considérer que par rapport à cette égalité imaginaire, il y a des modalités
qui ont fondamentalement changé, mais Tocqueville lui-même parle de la passion du bien-être. Hein, les modes de consommation ont changé, les objets ont changé, il peut y avoir une frénésie. Mais lisez Tocqueville, je ne dis pas que tout est déjà dedans, mais je dis que c'est très intéressant de considérer qu'un penseur, après tout, ça fait même pas 2 siècles. Hein. 2 siècles, c'est pas beaucoup par rapport à une structure historique. Un penseur qui analyse des données anthropologiques fondamentales et qui parle de la frénésie, hein, qui parle de la vitesse, qui parle de la multiplication, qui parle de la nécessité pour les individus de se fixer sur tel ou tel objet de plus en plus rapidement, qui parle d'espèce de mobilité perpétuelle et qui analyse déjà ce type de comportement au milieu du XIXe siècle. Bon. Et donc, il est quand même contemporain de la révolution industrielle, même si il n'y a pas vraiment des analyses économiques, mais à certains égards, il ne dit pas le contraire de ce que dit Marx. Il envisage dans une autre perspective. Et alors, par exemple, quand Tocqueville écrit les institutions démocratiques réveille et flatte la passion de l'égalité sans pouvoir jamais la satisfaire entièrement. Hein. Donc là, il y a quelque chose au niveau de la structure du désir dont je crois que ce n'est pas, structurellement, ce n'est pas quelque chose qui est révolu. Donc c'est par rapport à cette structure fondamentale qu'il y a des modalités, par rapport à la vitesse, par rapport à la multiplication des objets, par rapport à l'insatisfaction, mais c'est quand même un problème fondamental. Cette modification des objets et des comportements, elle renvoie à un problème fondamental. Est-ce que nous sommes dans la post-histoire? Est-ce que nous sommes dans la post-démocratie? La question du désir, elle renvoie à un arrière-fond qui est une compréhension de l'histoire et de la politique, telle que nous la vivons, qui est la perception du présent. Il y a certainement une donnée qui peut-être altère un petit peu cette perspective que vous qualifiez d'anthropologique chez Tocqueville, c'est la question du rapport homme-femme. Puisque si on évoque le désir de manière générique, effectivement, on peut considérer que qu'il est lié au bien-être, donc à la consommation, etc. Et il est certain que durant ces 2 siècles, le statut social de la femme, la représentation de la femme, donc la représentation du désir, de l'objet de désir, sa formulation, a évolué, ne serait-ce qu'en termes d'expression, de permissivité, de licence. Et si on prend ne serait-ce que les différentes révolutions théoriques, je pense à la psychanalyse évidemment, je pense aux dites révolutions sexuelles, si on pense à ces grands mouvements, dans quelle mesure, et là c'est une question pour Michela Marzano, dans quelle mesure y a-t-il, à partir de ce que décrivait Leandro Vodalone, structure anthropologique du désir des sociétés démocratiques qui est basée sur cette insatisfaction, etc., dans quelle mesure y a-t-il malgré tout métamorphose aujourd'hui? Alors la façon de répondre de Myriam c'est drôle parce que moi j'aurais pris la question d'une façon différente. D'ailleurs, ne serait-ce que l'expression épuisement du désir, moi je l'assume parce que c'est un des titres de mes livres. Alors parfois c'est pas moi qui choisis les titres, mais cette fois, quand j'avais écrit sur la pornographie, c'est moi qui l'avais choisi. Sauf que tu as parfaitement raison de dire que ce serait une erreur considérer l'expression épuisement dans le sens des fins. Mais il y a peut-être, enfin au moins dans mon sens à moi, une autre façon d'entendre épuisement. C'est un peu comme quand on dit, chacun de nous dit, je suis épuisé, je suis à bout de force. Ce qui ne veut pas dire nécessairement je suis en train de mourir, enfin j'espère. Mais c'est une façon de dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va plus. Comment faire pour repenser c'est quelque chose qui peut-être ne va plus. Alors, par rapport au désir, je crois que quand même, alors prenons de l'autre côté, parce que en même temps, si
j'assume l'expression épuisement du désir, il faut bien que je puisse montrer un certain nombre de symptômes. Et au fur et à mesure que tu parlais, il y en a quelques-uns auxquels j'ai pensé. Pour quelle raison? Je crois que nous sommes dans une société où les désirs ont tendance à s'épuiser. Parce que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de peurs, où il y a beaucoup de défiance. Et ce qui va complètement à l'encontre du désir, c'est-à-dire plus j'ai peur, plus j'ai tendance à me fermer à l'intérieur de moi, plus je n'ai plus tendance à faire confiance à l'autre, là où dans les désirs, il y a cette idée d'aller vers l'autre pour faire quelque chose avec. Or, je crois qu'un des traits caractéristiques de cette société-là, je ne vais pas dire que c'est une photographie exacte de la société, mais je veux dire qu'il y a des discours, même ces derniers temps, on les entend souvent, qui caractérisent l'autre, non pas tellement comme objet de désir, mais comme un objet faisant par définition peur. C'est-à-dire, ça on l'a vu aussi, même d'un point de vue strictement politique, pas dans le sens de philosophie politique, mais au niveau des sondages, la montée du Front National avec ce discours de la diabolisation de l'autre, je crois qu'elle relève quelque chose du fait que l'autre, en tant qu'objet de désir, pose un problème, parce que justement l'altérité qui est censée susciter notre propre désir, au lieu de susciter ces désirs-là, pour faire quelque chose avec, bloque les désirs, nous fait peur, d'où une réaction quasi automatique qui est celle de les diaboliser, les chosifier. Et là j'en reviens à cette question de l'épuisement du désir tel que je l'entendais. Parce qu'en fait, je crois qu'un des traits aussi qu'on retrouve aujourd'hui, je ne vais pas dire que dans le passé, il était absent, mais un des traits qui caractérise une grande partie de cette société-là, c'est cette tendance à traiter effectivement l'autre, peut-être en tant qu'autre, mais comme un objet. Donc, comme quelque chose que soit j'arrive à avaler, et donc à consommer, soit j'ai tendance à rejeter parce qu'il va toucher quelque chose chez moi que je ne sais plus comment faire pour contrôler parce que ça m'échappe. Et d'ailleurs la dimension du désir est tout ce qui échappe au contrôle. Et là il y a donc un autre terme que je trouve caractéristique un peu de la société d'aujourd'hui. Tout à l'heure je disais peur, défiance, mais il y a aussi cette tendance aussi à vouloir contrôler. Et plus je contrôle l'autre, plus j'essaie de me contrôler moi-même, plus les désirs tombent en panne, parce que les désirs est justement ce que par définition échappe au contrôle. Voilà. Oui, moi je suis frappée aussi par cette... Il me semble que tu as une définition très positive du désir. Alors peut-être que ce qui sous-tend mon analyse, au fond ce que tu as dit, c'est que tu es prête à accepter que l'épuisement ne soit pas la fin, hein, mais tu parles plutôt de la fatigue du désir. Hein, comme tu dis, j'en peux plus, je suis fatiguée, donc une fatigue du désir. Et tu opposes à l'expansion du désir la peur, la défiance. Mais je pourrais te répondre que le désir n'est pas simplement orienté, il n'y a pas que des désirs positifs. Hein. Le désir n'est pas simplement orienté vers la vie, le désir, il y a aussi des désirs mortifères. Hein. La pulsion de mort, ça existe. Hein. Ça ne s'appelle pas le désir, mais enfin, c'est quand même de cet ordre-là. Spinoza, quand il parle du désir, il montre bien que la racine qu'est le désir peut se transformer soit en passion triste, soit en passion joyeuse. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus ambivalent, me semble-t-il. Il y a du pulsionnel, si tu veux, dans le désir, qui est tel que on peut très bien, hein, je peux essayer de pousser le raisonnement jusqu'à son terme, dire que d'une certaine façon, c'est pas un épuisement du désir au sens d'un épuisement quantitatif, ni même d'une fatigue, mais une espèce de retournement pulsionnel, hein, qui, au lieu effectivement d'aller positivement vers l'altérité, l'envisage négativement. Mais je me demande s'il n'y a pas là une vision un peu, je dirais presque, est-ce qu'il y a des sociétés, ou est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on peut parler de sociétés dans lesquelles
on aurait pu analyser positivement cette expansion du désir. Est-ce que c'est pas une forme d'idéalisation nostalgique du passé que de penser, quand on prend par exemple Don Juan, comment dire, est-ce que, je veux dire, c'est une pièce sur le désir, est-ce que c'est véritablement orienté de façon positive sur une reconnaissance de l'altérité? Non, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus noir. Oui, plus compliqué. Oui, mais justement, enfin, moi je crois que Don Juan, c'est mon interprétation, mais je crois que Don Juan, c'est pas, je crois que ce n'est pas construit autour du désir. Ce n'est pas construit autour du désir, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est montrer à un homme qui n'est pas capable de désirer, justement parce qu'il est pris à l'intérieur de ses pulsions. Alors moi, je crois qu'une notion positive n'existe jamais sans son envers qui l'accompagne. Et je pense précisément que, enfin, ça c'est la position que j'ai, c'est surtout une notion comme le désir qui, d'une certaine façon, est toujours, parce que le désir c'est lié à la liberté. Or la liberté, c'est quelque chose qui est, quand on la prend au sérieux, capable de s'orienter vers le bien ou vers le mal. Donc la question du désir, pour moi, c'est une, comment dire, elle n'englobe pas dès le départ le fait que ce sera uniquement une modalité positive, tu vois, tournée vers l'expansion, vers la positivité, vers l'accroissement, comme disait Spinoza, vers la puissance d'agir. Donc voilà. Donc il y a le désir, il ne va pas nécessairement justement du côté de la puissance d'agir, il va aussi du côté des passions tristes, du rétrécissement, et ça fait partie, je crois, là c'est très intéressant parce que je crois que ça fait partie des modalités du vivre ensemble. Moi je parlerai d'une réorientation et d'une orientation des désirs plutôt que d'un épuisement ou d'une expansion. Non mais je suis d'accord sur l'effet que moi ce n'était pas mon idée de laisser penser ou croire que je considère que le désir n'est que positif. Il y a toujours une partie de négativité dans le désir lui-même parce qu'il y a l'altérité. Et dès qu'il y a altérité, et dès qu'il y a désir qui nous pousse à aller vers l'altérité, nous sommes forcément renvoyés à l'inquiétante étrangeté qui fait partie de notre propre être. Donc il y a une négativité. Mais je crois que justement, les problèmes d'aujourd'hui, c'est de gommer la négativité. C'est pour ça qu'on gomme aussi les désirs. Parce que je crois qu'on a cette tendance à vouloir lisser les aspérités. Donc, l'autre qui est vraiment autre est diabolisé, du coup il est exclu. Là où nous restons entre nous, nous sommes tous semblables, et donc l'altérité qui est la nôtre disparaît. Et avec l'altérité qui est la nôtre qui disparaît aussi les désirs, avec son côté positif et négatif. Ça c'est exactement ce que Tocqueville, c'est pour ça que j'ai parlé de Tocqueville, parce que c'est exactement ce qu'il avait anticipé en analysant la logique du semblable. C'est-à-dire le fait qu'avec la démocratie moderne advient cette espèce de reconnaissance universelle du semblable qui ne produit pas du tout le fait que nous nous reconnaissons plus les uns les autres, puisqu'il y a en même temps un processus de banalisation. Donc il y a aussi un processus de nivellement de banalisation. Et ça c'est un certain type de problème, mais l'autre problème qui n'est pas simplement de l'ordre de la... Je pense qu'il y a aussi dans le désir de la destructivité. Bon, ça, c'est la question, effectivement, qu'on peut poser aujourd'hui. Alors, il y a quand même un postulat dans ce qui se dit, c'est que le désir est le désir de l'autre. Bon. Et une des questions qui se pose là est donc, est-ce que cet autre tend à être réduit, ou est-ce qu'il y a, donc, comme tu le disais, négation de l'autre et négation de l'autre en moi, et donc épuisement du désir, ta logique, ou bien est-ce qu'il y a maintien de l'autre ou des narcissismes, des différences que vous évoquiez, qui les accruent, et donc il y aurait une uniformisation généralisée, et en même temps les petites différences qui seraient le lieu où s'expliciteraient les désirs particuliers. Alors, j'aimerais qu'on aille en amont de ce point, et de manière peut-être un peu naïve, qu'on essaye de définir, pour chacune d'entre vous, peut-être la définition n'est pas la même, ce que c'est que le désir. Moi, je donne une définition, d'abord, une définition du désir. Il y a deux possibilités. Quand on a une définition philosophique du désir, dans laquelle rentre d'ailleurs la question. Ah oui, je voulais dire quelque chose avant de répondre à la question sur
les nouvelles modalités du désir et l'émergence, par exemple, de l'égalité homme-femme. Mais ça aussi, c'est un avatar de l'égalité. La question de la revendication égalitaire et donc la différence maintenant des positions sexuelles, c'est aussi un effet de l'égalité, de la revendication d'égalité, y compris dans l'égalité imaginaire. Ça, c'est quand même important. On va revenir à cette question homme-femme. Bon, parce que ça me paraissait... Bien sûr. Mais important. Moi, je pense que l'homme est un être de désir, donc, et pas simplement un être de besoin. Et donc... le désir, je le définis, comme le faisait Hegel d'ailleurs, comme un désir de désir, qui ne s'épuise pas dans un objet particulier, et ce désir, on peut le définir, c'est-à-dire ces définitions ne sont pas du tout contradictoires, enfin, on peut le caractériser soit par l'expérience subjective d'un manque, par exemple, je désire ce qui me manque. Alors c'est l'une des c'est ce qui donne lieu à ce que Girard appelle la rivalité mimétique, et qui est particulièrement intéressante. Je désire le désir de l'autre, et qui est peut-être exacerbé dans les systèmes démocratiques, ou alors c'est une réalité, une tension, une activité vers un but. C'est pas contradictoire d'ailleurs, et cette tension, cette activité vers un but, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas forcément tournée vers l'accroissement de l'être, mais elle peut être aussi destructive. Donc, dans le désir, il y a aussi de la destructivité. C'est-à-dire que c'est très... au fond, la définition, moi je suis très... La définition la plus adéquate que je pourrais donner de cette notion, c'est ce que dit Freud quand il dit que les pulsions de vie ne sont jamais dissociables de la pulsion de mort. Donc au niveau d'une anthropologie dans une société, c'est par rapport à cette perspective qu'on peut se situer. Donc c'est l'homme qui est un être de désir. D'accord. Ça c'est effectivement la seconde théorie des pulsions. Au moment où la pulsion se dédouble en pulsion de vie et pulsion de mort. Bah oui, après avoir été pulsion de vie. Oui, bien sûr. Michaela, ta définition du désir. Alors, si c'est prétentieux de dire ma définition du désir, disons que, parce que, vous savez tous, le désir a toujours passionné depuis l'histoire de la philosophie, depuis les débuts de l'histoire de la philosophie, tous les philosophes. Alors, je crois que déjà tout avait été dit, bon après on peut les revoir et corriger, mais déjà tout avait été dit par Platon, quand il dit deux choses dans les banquets. Il dit que l'essence du désir est le manque. On désire quelque chose parce que c'est quelque chose qui nous manque, donc c'est toujours désir de posséder ce qui nous manque. Mais en même temps, ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie du banquet, il ajoute aussi quelque chose, c'est-à-dire, c'est vrai, on désire ce qui nous manque, mais en même temps, à partir du moment où nous désirons engendrer quelque chose avec la personne vers laquelle se tourne notre propre désir. Donc c'est un désir d'enfantement. Donc il y a un côté négatif et un côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il n'y aurait pas de désir s'il n'y aurait pas manque de quelque chose. Et en même temps, il y a un côté positif qui est plutôt dans la production. C'est parce que je vais vers celui que je désire ou vers celle que je désire que je peux faire avec quelque chose. Alors, quand je dis, ça c'était déjà chez Platon, c'est vrai qu'après, évidemment, je l'interprète aussi à ma façon, à ma sauce, c'est-à-dire c'est un Platon relu et corrigé par les biais de Spinoza, par les biais de Lacan, etc. Alors, quand je dis ça, je veux dire qu'effectivement, quand on parle du désir et qu'on parle effectivement de l'essence de chacun de nous, c'est parce que chacun de nous en tant qu'être humain est caractérisé par une faille, est caractérisé par c'est quelque chose qui n'est pas là, et c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas là que justement nous désirons. Il y a une phrase très belle que Camille Claudel écrit dans une lettre à Rodin, où à un certain moment elle lui dit « Il y a toujours quelque chose d'absent qui me persécute ».
Et je trouve que c'est peut-être la plus belle définition. Donc Camille Claudel, vous savez, elle n'était pas philosophe, mais je trouve que c'est une des plus belles définitions de la condition humaine. C'est-à-dire dire qu'au fond, chacun de nous est toujours tourmenté par quelque chose qui lui manque. Parce que la finitude, c'est-à-dire notre condition humaine, nous sommes tous inscrits dans la finitude, est caractérisée justement par le fait que nous ne sommes pas tout, nous ne sommes jamais complets, nous n'avons pas tout. Il y a toujours, là c'est Lacan, un manque à être. Donc les désirs, ça renvoie au manque, mais ce n'est pas juste le manque d'un objet qui serait censé combler ces manques, renvoie à notre manque à être qui est la finitude. D'où effectivement l'effet qu'on ne peut pas confondre, comme parfois on fait, entre désir, besoin et pulsion, parce que moi je crois qu'il y a des différences. Pas seulement moi d'ailleurs. Alors évidemment, Myriam Revaud-Dallon a très bien montré, expliqué la différence entre désir et besoin, parce que l'objet du désir échappe, ne serait-ce que parce que c'est un autre, ne serait-ce que parce qu'il y a l'irréductible altérité de l'autre, comme disait Lévinas, mais c'est aussi différent de la pulsion, parce que justement, quand on parle des pulsions, on est dans les côtés, entre guillemets, naturels, là où, dans la dimension du désir, il y a aussi quelque chose de culturel et d'historique qui vient se greffer, et qui fait que il y a un objet de mon propre désir qui ne coïncide pas avec l'objet du désir, par exemple, de Gérald. Mais pas parce que lui est un homme et moi je suis une femme, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est parce que chaque personne est différente. Et il y a donc tout son parcours historico-psychique qui fait que l'autre n'est pas désirable parce qu'il a un certain nombre de caractéristiques qui font que l'objet devient désirable. Mais l'autre est désirable parce que je le désire. Donc c'est mon désir qui du coup va lui donner un certain nombre de propriétés, ce qui veut dire qu'il n'y a pas les objets X, Y, Z qui sont désirables pour tout le monde, mais je peux désirer un objet X que quelqu'un d'autre peut ne pas désirer et vice-versa, parce qu'il y a quelque chose qui fait que cet objet-là est reconnu par moi comme étant peut-être l'objet que j'ai perdu quand j'étais tout enfant, comme nous explique Freud, effectivement. L'objet d'amour ou du désir est toujours l'objet perdu. Oui, mais quand j'ai parlé du pulsionnel, je n'ai pas assimilé le pulsionnel à du biologique. Hein, et donc, il y a quelque chose du pulsionnel qui, d'une certaine façon, travaille le désir. Je ne voulais pas du tout dire que tout ça était de l'ordre du naturel. Donc on est tout à fait d'accord sur la question du manque à être, sur la question de la finitude, sauf que la formule de Camille Claudel que tu as citée est une formule très étrange. Il y a toujours quelque chose d'absent qui me persécute. On voit aussi que c'est très clair dans cette phrase que cette absence qui me persécute, elle peut être aussi tournée du côté de la destructivité, et pas simplement d'un désir, positif. Moi, j'insiste beaucoup sur cette question de l'ambivalence et de l'ambiguïté du désir. Ça me paraît absolument, c'est ça que je veux dire, qui me paraît tout à fait, fondamental. Donc, la motion désirante, la haine, Spinoza dit que la haine aussi, ça vient du désir, pas seulement l'amour. Donc, l'objet d'amour, il y a l'objet d'amour, il y a l'objet de haine, et les deux sont d'une certaine façon mélangés, et le désir, c'est pas simplement le désir du bon objet, c'est pas simplement le bon mouvement vers le bon objet, et donc le désir, il a des modalités. Alors, moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment tel ou tel type, pas simplement d'organisation sociale, mais comment tel ou tel type de modalité du vivre ensemble politique, comment ça peut infléchir le mouvement du désir, les objets qu'on lui fixe, tu parlais de la diabolisation de l'autre.
Alors, justement, sur ce point précis... Je veux dire, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer d'articuler, puisque c'est ça, la société du désir ou la société à bout de désir. Ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer d'articuler ce qu'il en est, au fond, des affects et de la façon dont, je dirais, une organisation politique, enfin une modalité de l'être ensemble fait travailler ces affects. C'est ce que j'ai appelé de manière générique une société. Vous appelez une modalité du vivre ensemble, l'organisation. Mais on est d'accord sur cet enjeu. Précisément, si on tient pour soit acquis, soit problématique, comme vous voulez, cette ambivalence du désir, cette capacité de retournement, et si on déplace la question sur celle du moment historique, c'est-à-dire comment, dans un moment historique donné, il y a reformulation, réorientation, accentuation d'un trait ou d'un autre du désir. J'aimerais qu'on évoque le moment historique présent. Michaela, puisque tu parles d'épuisement, tu as travaillé sur la pornographie, qu'est-ce qui te semble, dans la manière actuelle dont le désir fonctionne comme référence sociale, qu'est-ce qui te semble caractéristique et qu'est-ce qui au-delà même de la question de l'épuisement, on est quand même arrivé à faire du désir une notion absolument centrale, puisque vous parliez tout à l'heure du désir comme manque. Peut-être que l'une des grandes illusions contemporaines est la possibilité de combler ce manque. On pourra un jour combler le manque et il y aura une satisfaction parfaite. Alors il y a des modèles idéologiques, voilà, l'abondance du marché qui viendra, ou la rencontre pure, l'amour fou. Enfin, il existe un certain nombre de réponses, qu'elles soient politiques, idéologiques, etc., qui donnent comme horizon cette satisfaction absolue, ce manque qui sera enfin comblé. Il me semble que l'un des grands mythes du marché actuel, c'est le manque pourra être comblé, et donc tout besoin et donc tout désir provoqué artificiellement pourrait être comblé. Alors, à cet égard, est-ce qu'il n'y a pas quand même une redéfinition des modalités du désir contemporain, Michaela? Bah là, la boucle bouclée, c'est-à-dire, je reviens au débat, oui, il y a épuisement du désir. Parce que moi, je suis d'accord qu'il y a cette idée, il y a limite qu'un jour, on pourra arriver à combler les manques. Mais avoir ça comme horizon signifie effacer les désirs, parce que justement, si j'arrivais vraiment à combler tout manque, il n'y aurait plus de désirs possibles. Sauf que c'est quelque chose à la fois, moi je trouve, des faux et des dangereux. Bon, des faux, parce que par définition, on ne peut pas combler ces manques-là. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'à partir du moment où on ne désire plus, on est mort. C'est aussi les désirs qui nous poussent à chaque fois à nous mobiliser, à aller vers les autres. Bon, les autres peuvent être des objets plus ou moins bons. On peut aussi aller vers des objets qui nous font du mal. De ce point de vue, j'adhère complètement à la dimension aussi qu'il peut y avoir mortifère ou destructrice. C'est pas du tout ça. Mais ça n'empêche que c'est justement ces mouvements-là qui nous tiennent en vie. C'est parce que nous désirons que nous nous projetons dans le futur, c'est parce que nous désirons que nous avons envie de bâtir un projet, etc. Donc, c'est quelque chose de faux. Croire qu'un jour il n'y aura plus rien à désirer. Des faux, parce que d'un point de vue anthropologique, ces manques-là n'est pas à combler. Faux d'un point de vue, comment dire, réaliste, parce qu'en dépit de tout, nous sommes dans des sociétés où des objets, on peut arriver à obtenir un certain nombre d'objets, et puis il y en a certains de toute façon qui nous échapperont tout le temps. Et puis, je trouve que c'est aussi dangereux, et là on rentre dans les côtés idéologiques, parce que ça signifie renvoyer tous ceux qui sont tourmentés par quelque chose qui manque, qui est positif pour moi. Le fait d'être tourmenté par quelque chose qui nous manque, dans ma vision à moi, c'est quelque chose de positif. Mais ça renvoie tous ceux qui, donc, sont tourmentés par quelque chose qui manque à une sorte de culpabilité. Finalement, tu es tout le temps en train de chercher quelque chose parce que tu n'es pas capable de te satisfaire et de satisfaire à toi-même.
Donc il y a ce mythe d'ailleurs que je considère le mythe de l'indépendance absolue. Alors un mythe de l'indépendance absolue qui évidemment s'ancre aussi sur quelque chose de tout à fait positif et remarquable, c'est-à-dire, là c'est effectivement quelque chose de nouveau par rapport au siècle dernier, c'est-à-dire l'émergence et la mise en place d'une notion qui est la notion d'autonomie. Dans le sens où par rapport à l'hétéronomie, par rapport au fait qu'il existait un certain nombre de normes qui venaient de l'extérieur, en principe, chacun de nous doit pouvoir saisir ses propres normes, bâtir son propre projet, et donc pouvoir s'inscrire en tant que sujet de sa propre vie. Sauf que vite, on a tendance à basculer de l'autonomie à l'indépendance. C'est comme si pour être autonome, il fallait être aussi indépendant et donc autosuffisant. Et l'autosuffisance exclut la dimension du désir parce qu'elle exclut l'autre. Parce que dans les désirs, effectivement, étant donné que ce n'est que du positif, mais il y a aussi du négatif, il y a la notion de dépendance. Si je désire quelqu'un, forcément, je dépends de la personne que je désire. Or, tout ce qui est dépendance, ne serait-ce que les expressions qu'on emploie, les personnes âgées dépendantes, c'est du négatif. Tout ce qui relève de la dépendance est diabolisé. Et à force de diaboliser tout ce qui relève de la dépendance, là où la dépendance on ne peut pas l'exclure, parce qu'en dépit de tout, même si je suis autonome, je dépends des autres. Le fait d'être en société, d'être en réseau, c'est parce que nous sommes dans un réseau de dépendance. Eh bien, l'effet d'exclure cette dimension-là a comme effet de culpabiliser ceux qui restent dans la dépendance, donc dans les désirs. Donc effectivement, là, on est dans quelque chose d'idéologique qui a tendance à évacuer les désirs, ou alors à remplacer du coup les désirs effectivement par la simple consommation, parce que du coup, moi, ce qui je trouve intéressant et en même temps un peu inquiétant, par exemple dans certaines représentations pornographiques, c'est que justement, au lieu d'être là pour libérer les désirs, elles sont plutôt là pour codifier les gestes, les actes, et pour codifier aussi, en passant, l'autre, dans le sens où l'autre doit correspondre à un certain nombre de caractéristiques. La femme doit avoir comme propriété X, Y, Z. L'homme aussi. Et donc, du coup, dans cette codification-là de l'objet du désir, des gestes et des actes, il y a par là même l'évacuation du désir lui-même. Bon, je sais, sur cette partie, je suis allée un peu vite, je peux y revenir. On va y revenir dans un instant, mais... Oui. Je vous en prie. Oui, plus généralement, je pense que beaucoup de choses dont tu as parlé, Michaela, sont de l'ordre du fantasme. Hein, parce que par exemple, l'autosuffisance, quand on analyse le glissement qui se fait de la revendication d'autonomie, hein, effectivement, l'autonomie, c'est pas l'isolement. L'autonomie, c'est pas du tout l'indépendance au sens étymologique du terme. L'autonomie, c'est le fait de se donner sa propre loi. Pardon ? De se donner sa propre loi. Oui, c'est ça, mais ça n'exclut pas du tout la relation avec autrui. Hein, la position de l'autonomie ne signifie pas qu'on est tout seul, qu'on est complètement isolé, et que, la revendication d'autonomie ne fait pas de l'individu un atome. Bon, mais donc on peut très bien concevoir l'autonomie insérée dans un ensemble de relations sociales. Mais à partir du moment où on parle d'autosuffisance, quand tu dis autosuffisance qui exclut le désir, c'est tout à fait vrai, mais l'autosuffisance c'est un fantasme. Donc elle est dans l'ordre. Il n'y a pas d'individu autosuffisant. Non. Non mais je suis pardon. Oui, pardon. Tu as parfaitement raison. Ça n'existe pas. Mais on peut développer. Mais c'est prenez comme modèle. D'accord. On peut développer le fantasme de l'autosuffisance. Non seulement on peut le développer, mais disons qu'on est poussé à. Oui, on peut développer le fantasme. On est poussé, effectivement. Mais ça c'est ça. Mais je veux dire que, plus généralement, tout ce qui est de l'ordre de la volonté de combler un manque et qu'on a vu à l'œuvre, par exemple, dans le système totalitaire, hein, puisque c'est bien de ça dont il est question, par rapport à la démocratie. Elle se caractérise précisément par l'inachèvement. On peut dire, étymologiquement parlant, on peut dire que la démocratie, c'est la société du désir, quand on la prend de façon positive, puisque la démocratie, c'est la manière d'être ensemble
Le Fort disait qu'il y a une dissolution des repères de la certitude, donc on est livré d'une certaine façon à une certaine forme d'incertitude, les repères traditionnels se sont complètement effondrés, comment dire, il y a quelque chose qui est inatteignable structurellement au niveau de la réalisation de la fin de la démocratie. Donc la démocratie, c'est effectivement, elle tient à quelque chose qui est de l'ordre de l'inachèvement. Et donc on pourrait dire que, au sens strict du terme, quand on prend la notion de démocratie très au sérieux, on pourrait dire que d'une certaine façon, c'est la société du désir, la démocratie. Mais c'est la société du désir, précisément là où la perception du manque est constante. La perception du manque est constante, et c'est donc la société qui entraîne un certain nombre de frustrations, puisque l'insatisfaction est permanente, mais pas simplement par rapport à la consommation, c'est pas ça dont je parle, mais par rapport à la réalisation d'une société qui serait une société parfaite. Puisque la démocratie ne promet pas la réalisation d'une société parfaite. Donc on a vu dans les systèmes totalitaires, par exemple, cette tentative complètement délirante et fantasmatique de vouloir combler ce manque en réalisant des sociétés parfaites, des sociétés transparentes à elles-mêmes, des sociétés où, d'une certaine façon, le bonheur coïnciderait avec l'organisation sociale, enfin tout ce que vous voulez. Et bien entendu, il s'agit là de quelque chose qui est totalement, qui s'est complètement effondré, d'une certaine manière. Or, la difficulté, c'est que après l'effondrement de ces fantasmes collectifs ou de ces constructions fantasmatiques collectives, nous sommes revenus à une conception, je dirais, de la démocratie extrêmement décevante et pas du tout conçue dans la positivité qu'elle pouvait avoir quand elle s'opposait au système, au système totalitaire. Et moi, je ne crois pas du tout que, par exemple, les gens, les citoyens, les individus, les sujets soient encore maintenant captifs, par exemple, du mythe du marché qui les satisferait totalement. Je crois que je suis d'une certaine façon, c'est pas du tout de l'optimisme, mais ce que je constate, c'est une lucidité, d'abord plus personne maintenant ne vous parle, avec les crises économiques, les crises financières et ce qui se passe maintenant, plus personne, je crois, n'ose. Fukuyama pouvait écrire la fin de l'histoire en disant que l'avènement universel de la démocratie, ça allait coïncider avec l'avènement du marché mondial. Plus personne ne croit à ce genre de fadaise, parce que précisément plus personne ne croit à la fin de l'histoire et donc à la fin d'une certaine forme de désir. Donc je crois que le mythe du marché mondial actuel qui remplirait de satisfaction, ou qui remplirait la satisfaction des sujets désirants, je crois que plus personne n'y croit. Alors je crois qu'effectivement maintenant, on est de plus en plus, non pas dans une société saturée, où il y a une saturation du désir, mais dans une société où je veux bien qu'on parle de fatigue d'un certain point de vue, mais d'une société où les incertitudes relatives au désir sont telles qu'elles produisent plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'éclatement, de la dislocation, de la dissolution, que de l'ordre de l'épuisement. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, vous parliez du fantasme de l'autonomie, de l'autosuffisance, absolument, à partir du désir d'autonomie, fantasme d'autosuffisance, est-ce qu'il n'y a pas quand même eu, avec l'injonction à jouir sans entrave, etc., un fantasme de toute jouissance, tout de même? Oui, je vais juste revenir sur la question, parce que moi je pense que, tu as raison, c'est une bonne question, mais je pense qu'on est allé au-delà presque. C'est-à-dire, moi je pense qu'on est passé de l'injonction à la toute jouissance à une autre injonction qui consisterait justement à ne plus dépendre du tout de l'autre. C'est-à-dire, on est passé de la réification de l'autre à l'évacuation de l'autre, à l'exclusion de l'autre.
Et pour quelle raison je dis ça? Parce que si on prend quelque chose qui a beaucoup de succès aujourd'hui, c'est-à-dire tous les recettes des développements personnels qu'on trouve dans la presse, mais qu'on trouve aussi dans des livres de développement personnel. Si on prend tout ça, il y a une règle d'or. Et cette règle d'or est celle qu'on appelle la confiance en soi. C'est-à-dire la confiance en soi est censée, bon après on va voir ce qu'on entend par confiance en soi, mais la confiance en soi est censée résoudre tous les problèmes. Si j'ai suffisamment de confiance en moi, d'abord tout va s'en suivre, mais surtout je vais appartenir à cette petite minorité de gens qui n'ont plus besoin des autres. Donc je deviens autosuffisante. Je ne vais pas dire que dans la réalité ça arrive, mais c'est quelque chose qui titille beaucoup l'imaginaire des gens. Et je dis ça non seulement parce qu'il y a toutes ces recettes, etc., qui se multiplient, mais parce que effectivement, il se trouve que mon dernier livre est sur la confiance. Mais pas du tout la question de la confiance en soi, c'était vraiment la confiance en l'autre, donc l'envers, l'autre aspect, l'effet de comment faire pour faire confiance à quelqu'un. Alors évidemment, il n'y a pas de confiance en l'autre s'il n'y a pas un minimum de confiance en soi. Mais la chose pour moi intéressante à laquelle je voulais arriver, c'est que à chaque fois qu'il y a un débat sur le thème de la confiance, il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a une seule chose qui passe. Quand on vient me voir, c'est très intéressant ce que vous avez dit sur la confiance en soi. Alors là, du coup, je me dis, soit je suis complètement incapable de faire passer mon message, soit finalement, il y a une sorte de surdité par rapport à cette idée de la dépendance, parce qu'évidemment, on ne peut faire confiance à l'autre qu'à partir du moment où on reconnaît aussi toute sa propre vulnérabilité, parce que la confiance, si on la fait, elle peut être trahie. Et on se focalise uniquement sur cette soi-disant confiance en soi, autosuffisance, qui exclurait de son propre univers la présence même de l'autre. C'est pour ça que je crois qu'on est allé même au-delà de la simple question de jouir sans entrave. Parce que l'autre a disparu. Enfin, ou pire, l'autre doit disparaître. Parce que ça renvoie à ce côté de dépendance. Et à ces côtés-là qui nous fragilisent, là où l'idéal serait celui de façon fantasmatique, mais celui d'aller plutôt vers la monade. Donc effectivement, vers cette question de l'autosuffisance qui exclurait en principe toute forme de dépendance liée à la question du désir. Moi, je suis beaucoup plus sensible à des tendances ou à des mouvements absolument contradictoires dans une même société, y compris dans la société dans laquelle nous vivons. Parce que moi, je crois que tout ce que tu viens de dire sur la défiance, l'évitement de l'autre, le repli de la notion de confiance, c'est-à-dire la perte du concept relationnel de la confiance, parce que c'est ça aussi la confiance, c'est pas quelque chose, c'est la confiance en l'autre, c'est la confiance qui vient du fait de l'autre. Mais c'est quand même contrarié tout ça. Moi, je crois que les choses ne sont pas aussi simples. Hein. Je crois qu'elles sont souvent que la perception que nous pouvons avoir des rapports à l'autre et des mouvements à l'altérité est beaucoup plus compliquée. Parce qu'en même temps qu'il y a ce mouvement de défiance ou de cette espèce d'évitement de l'autre, la demande de reconnaissance par rapport de l'autre n'a jamais été aussi forte. Hein. Donc, je crois que c'est assez, comme dire, moi je n'irai pas alors, et il faut analyser la façon dont la demande de reconnaissance est maintenant par rapport, pas simplement par rapport aux autres individus, mais par rapport aux institutions. Comment elle est une demande qui est une demande qui se juridicise, même pratiquement, qui se renforce, qui tente à se réifier, et qui d'une certaine façon, on a aussi là quelque chose qui est de l'ordre du désir, puisque une reconnaissance, un désir de reconnaissance qui, pris dans sa plénitude, ne pourra jamais être satisfait. Donc il y a là quelque chose. Moi, je suis très frappée par le caractère ambivalent
Et c'est-à-dire à la fois des mouvements qui sont des mouvements centrifuges et des mouvements qui sont des mouvements centripètes, hein, par rapport au désir des sociétés contemporaines. Et moi je crois que le danger, c'est d'aller dans un sens ou dans un autre, et que ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de montrer, et c'est pour ça que j'ai parlé de Tocqueville, parce que peut-être que Tocqueville avait une préscience tout à fait extraordinaire du caractère complètement, contradictoire, hein, contradictoire des mouvements, qui portent les individus les uns vers les autres, hein, donc à la fois la massification et la distinction. Mais on retrouve exactement ce type de difficulté dans la société contemporaine, c'est-à-dire à la fois on peut dire que la défiance à l'égard de l'autre est croissante à tel point qu'on voudrait s'en débarrasser, mais qu'en même temps la demande de reconnaissance par rapport de la part de l'autre, je dirais presque du grand autre, qu'est l'institution, que sont les institutions, qu'est le pouvoir, et une demande de reconnaissance qui au fond est abyssale, elle est sans fin. Hein, donc moi je suis très sensible à cette, à cet aspect de la question. Et donc c'est pas sans rapport d'ailleurs avec le déploiement de la pulsion, de la tendance victimaire. Par exemple, on peut très bien montrer que tu disais, on veut se débarrasser de l'autre, et en même temps, il y a un déferlement du compassionnel. Bon, mais ce déferlement du compassionnel, il n'est pas du tout contradictoire avec une concurrence absolument sauvage. Donc c'est donc avec une dureté des rapports sociaux, hein, qui peut aller de pair avec. C'est pour ça que l'analyse anthropologique, elle me paraît très intéressante, mais très compliquée. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi, tu as parfaitement raison. La question de la reconnaissance, effectivement, elle est le pendant exact de la défiance. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Sauf que ce qui est intéressant, enfin, je trouve aussi, c'est que justement, on est pris dans les paradoxes et on n'arrive pas à voir la solution, mais pour une raison très simple. Enfin, la raison très simple, après, il faudrait la mettre en pratique, c'est que pour pouvoir être reconnu et sortir de la défiance, il faudrait se laisser aller au premier mouvement, qui est celui d'abord de faire confiance pour ensuite être reconnu. Et c'est là que quelque chose bloque, parce qu'on veut être reconnu, mais en même temps, il n'y a pas cette idée d'aller tout d'abord vers l'autre et donc de reconnaître l'autre pour que l'autre nous reconnaisse. Et donc ça coince, parce qu'on est tiraillé entre ces besoins d'être reconnu et en même temps une difficulté à reconnaître l'autre. Et donc je suis parfaitement d'accord. Mais alors, le problème, c'est aussi, c'est intéressant de voir quelles sont les, parce que tout ça c'est pas du naturel, c'est pas du spontané, donc quelles sont les conditions, je dirais, c'est très compliqué, à la fois culturelles, sociologiques, historiques, politiques, qui font que ça s'intrique, de cette façon. Ça c'est très très difficile à désembrouiller. Il y a quelque chose qui découle de ce que vous disiez de Tocqueville et qu'on n'a pas pour l'instant employé, mais c'est le déploiement de l'individualisme et ses métamorphoses. Ça veut dire que comment justement ce concept même d'individu tendrait vers la monade que tu décrivais, c'est-à-dire ce fantasme de l'autosuffisance, un individu qui serait un individu à la fois seul en majesté, donc non dépendant des autres, en même temps reconnu par les autres en tant qu'individu. On aboutit là, et si on veut tenter de caractériser un peu ce moment-là, peut-être qu'il y a un point d'acmé. Est-ce que ça joue sans doute dans cette manière que tu présentes d'avoir un désir qui voudrait à la fois se passer de l'autre et être reconnu? Et oui, il y a un désir qui a besoin de l'autre. Qui a besoin de l'autre. Coup, hein, bien sûr. Et ça fait partie au fond du paradoxe de la position individualiste. C'est-à-dire, au fond, il y a quelque chose qui tient aujourd'hui, qui est quelque chose quand même, non pas du tout un effacement de l'individu, c'est pas ça le problème, mais un effacement de la singularité, un effacement des singularités. Et le concept de singularité, c'est un concept qui peut très bien, au fond, s'organiser ou s'articuler avec l'idée que l'homme est un être relationnel, enfin, l'acceptation d'une relation. C'est-à-dire quelque chose, on n'oppose pas l'individu au tout social, mais on pense que précisément une singularité ne peut être déployée que si elle est mise en relation avec d'autres singuliers. Un individu singulier, hein, c'est pas une particularité qui se replie sur elle-même, c'est un être humain qui, d'une certaine façon,
ne peut déployer sa singularité que dans le rapport, dans la relation avec les autres. Et donc il y a ici alors on est dans dans une situation d'autant plus compliquée qu'il y a différents secteurs de la vie sociale et que la relation elle ne fonctionne pas de la même façon dans le domaine moral, dans le domaine juridique, dans le domaine politique, dans le domaine économique évidemment. Donc, et que d'une certaine façon, l'individu est un être qui est un être partagé à l'intérieur de lui-même, entre différents types de relations qu'il peut avoir à l'existence. Si je me considère uniquement comme un sujet économique, je suis dans une position de rivalité. Par rapport à un marché qui est où les choses s'analysent en termes de rareté. Si je me considère comme un sujet psychologique, c'est tout à fait différent, mais je suis tout ça à la fois. Donc diversité des désirs en fonction des secteurs, enfin des modalités de ces désirs. C'est-à-dire en fait qu'il faut qu'un individu ait lui-même partagé entre diverses modalités de désir, entre diverses modalités relationnelles. C'est-à-dire un même individu peut à la fois vouloir se débarrasser de l'autre et demander de la reconnaissance. Il est partagé entre des désirs contradictoires. Alors, examinons l'un de ces domaines. Tout de même, ce serait étrange d'en faire l'économie, c'est le cas de le dire, du fait non pas de sa rareté, mais de son foisonnement, c'est-à-dire le domaine de la sexualité, puisque tu as beaucoup écrit sur cette question qui est là. Et j'aimerais qu'on se pose la question, pour le coup, du rapport homme-femme et de sa redéfinition, de sa métamorphose, en lien avec cette question du désir. Et par exemple, tu t'es interrogé sur la pornographie, sur la question de la fidélité, sur différents volets de cette relation-là. Comment tu caractériserais, en termes de désir, ce rapport homme-femme et ses différentes modalités, parce qu'il y en a bien sûr plusieurs? Alors, le problème, c'est qu'en ce moment, je suis obsédée par ce qui est en train de se passer en Italie. Donc, la première réponse que j'ai tendance à te dire par rapport au rapport entre les hommes et les femmes, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un désastre. Mais parce que je suis obsédée par l'Italie. Alors, encore faudrait-il que l'Italie soit cloisonnée et qu'il n'y a pas de lien par rapport à la France. C'est dont je ne suis pas tout à fait sûre. Précise-nous ce qui, dans la situation italienne... Mais parce que... ça désole. Oui, non, mais parce que c'est... Enfin, nous avons cru, là je parle en tant que femme, et pas en tant que philosophe, nous avons cru que la question de l'égalité était réglée. Nous avons cru qu'il n'y avait plus à lutter pour cette question parce qu'on était dans l'égalité, parce qu'effectivement on pouvait se rencontrer entre égaux, non pas parce qu'il n'y a pas de différence, mais parce que tout en pouvant parler des différences des sexes, cela n'impliquait pas un déséquilibre, ça n'impliquait pas une hiérarchisation. Alors, le problème est que nous sommes loin d'avoir atteint cette situation-là, et quand je dis l'Italie, c'est parce que l'Italie, elle est symptomatique. Elle est symptomatique pour quelle raison? Alors, vous savez que demain, c'est pour ça que je suis obsédée par l'Italie, demain, c'est les 6, et il y a un procès qui est censé démarrer, c'est-à-dire le procès de Berlusconi, qui est accusé de prostitution avec une mineure et abus de pouvoir. Au-delà de la question simplement politique, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que progressivement, on a vu émerger les modèles atroces pour moi, femmes, de la femme comme image, objet, chose. Dans les années 90, est paru pour la première fois à la télévision un personnage qui s'appelle Avelina, c'est-à-dire une femme potiche qui était là. Au départ, elle ne faisait que participer au débat, enfin non, pas participer au débat, elle l'a porté sur un bout de papier à l'animateur des infos, après elle a commencé à envahir les écrans des télés, très bien. Sauf que parallèlement, tout autre genre de femmes a disparu de la visibilité publique en Italie. Avec un paradoxe, la seule façon pour une femme d'être visible, c'était celle de correspondre à ces modèles de femmes objets, femmes choses. Sois belle et tais-toi, pour les réduire, pour les synthétiser dans une phrase. Et puis les pas
ultérieur a été celui de faire inscrire ces véline dans des listes électorales. Elles ont été nommées à des postes de responsabilité politique. Bref, il y a eu un gros problème parce qu'il y a eu un mélange des genres, mais surtout il y a eu un message très clair qui a été donné à la femme, c'est-à-dire, bon, maintenant ça suffit avec tous ces discours d'égalité, soit tu reprends ta place à la maison, c'est le double discours en Italie, donc l'Église est très présente, soit à la limite, tu assumes ta partie des femmes potiches et à ce moment-là, tu deviens ce que tu es censé être, c'est-à-dire les repos du guerrier. Alors, je l'ai résumé d'une façon très brève, mais c'est ce qui est en France, ce qui s'est arrivé ces derniers temps en Italie, ce qui fait que effectivement désormais le discours de l'égalité, il faudrait les reprendre complètement. Et donc, ce qui me pose un problème, parce que alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes face à une difficulté qui fait que, à chaque fois qu'on est dans la lutte pour pouvoir effectivement être reconnus égaux, et ben, il y a forcément un retour en arrière parce que cette égalité-là est difficile à vivre et du coup on a besoin à nouveau de rebaisser l'objet de son propre désir, même si dans ces cas-là ce serait plus du désir mais ce serait de la pulsion. Parce que le sentiment que j'ai, c'est que nous sommes en train de revivre un peu ce qu'avait très bien décrit Freud en parlant du 19e siècle, en disant que à l'époque il disait il y a des hommes qui désirent des femmes qui n'aiment pas et qui aiment des femmes qui ne désirent pas. Avec l'idée qu'il y avait deux types de femmes, d'une part la femme, l'épouse, la mère, et puis d'autre part la putain, la salope, celle qui était un objet ravalé avec laquelle on pouvait vivre un certain nombre de pulsions. Eh bien, en regardant l'Italie, on dirait qu'on est en train de revenir au clivage effectivement du désir, et on est en train de revenir un peu au clivage aussi par rapport aux femmes. Alors, si je regarde l'Italie, moi je dirais qu'il y a quelque chose de paradoxal, parce que c'est comme si on était en train de vivre un film porno permanent. Alors, très bien, on peut aller regarder tous les films porno qu'on veut. Je m'en fous, ce que les gens font. Mais là où ça commence à devenir un peu plus problématique, c'est quand cette codification des rôles, on l'a plus uniquement dans les films pornographiques, mais ça devient une codification des rôles dans la société elle-même. Et en Italie, on dirait que c'est ça. C'est le X permanent, avec les acteurs X en personne, les rois des acteurs X, qui en plus est le président du conseil. Pardon, mais là c'était... Est-ce que c'est une situation qu'on peut généraliser? C'est la question que j'allais poser. Voilà, est-ce que effectivement, là on a quand même un cas très particulier, à cause de l'acteur principal, de l'acteur X principal, donc est-ce que c'est un apax, enfin, est-ce que là on a une situation particulière, ou est-ce que ce problème, ceci dit, quand on prend le cas de la France, on voit que c'est 30 ans après, il faut refaire un deuxième manifeste des 343 salopes, non plus sur l'avortement, mais sur l'égalité des salaires, l'accès du droit au travail, etc. Que d'ailleurs j'ai signé. Voilà, donc je pense que... mais ça aussi, c'est extrêmement important, parce que cette revendication d'égalité, de reconnaissance, elle est aussi, ancrée dans une société qui a fait de l'égalité une valeur fondamentale, celle de la société démocratique. Mais pour prolonger ce que tu disais sur la question de la codification des rôles, ça me semble absolument essentiel comme question, c'est-à-dire, est-ce que ce que tu décris pour l'Italie, c'est la codification des rôles sexuels, disons, et donc d'un désir qui serait standardisé, des schémas, de surcroît avec tout le rôle de l'image, non seulement le X, la publicité, la télévision, etc. Est-ce que c'est généralisable au-delà du cas italien? Est-ce qu'on a une standardisation
du désir, en particulier du désir érotique. Alors, le problème, c'est que l'Italie a été souvent un laboratoire d'idées. Moi, j'ai dit dans les meilleurs comme dans les pires, hein, mais bon, il y a eu les pires, justement. C'est-à-dire, je crois que, paradoxalement, ça anticipe beaucoup des choses, ou ça met en exergue un certain nombre de choses, parce que l'acteur-chef, comme on l'a appelé, c'est un symptôme. Bon, il est lui-même, comment dire, il a lui-même codifié un certain nombre d'attitudes par les biais des télévisions et des chaînes de télévision qu'il contrôle, certes, mais étant donné qu'il continue à être élu, il est devenu aussi un symptôme, des symptômes d'une société qui se porte très mal. Et en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit une situation uniquement et spécifiquement italienne, parce que une certaine façon de codifier les attitudes entre les garçons et les filles, par exemple, qui reprend d'ailleurs des stéréotypes anciens, des stéréotypes très 68. Moi, je trouve qu'on la trouve massivement aussi ici, si on va regarder, par exemple, la presse pour ados. C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait forcément s'attacher à un certain nombre de stéréotypes pour pouvoir être sûr et se rassurer de sa propre féminité, de sa propre masculinité. C'est comme si il était difficile de sortir de ces stéréotypes-là pour pouvoir rentrer dans la danse aussi de la séduction et du désir. Et là, un certain retour en arrière, moi je suis désolée, mais on le constate aussi ici. De plus en plus, quand on voit les gamines, je parle même pas des adolescents, des gamines qui exacerbent un certain nombre de traits soi-disant caractéristiques de la féminité, on dirait qu'on est en train de mettre entre parenthèses un certain nombre d'années où on considérait que justement ces stéréotypes, il fallait les déconstruire, et c'est comme si la seule façon de susciter les désirs de l'autre, c'était de pouvoir les remettre en place. Alors on est en train de faire à rebours les schémas qui avaient été faits par Simone de Beauvoir. Alors, Simone de Beauvoir qui nous explique très bien on n'est pas femme, on l'est déviant, et du coup explique aussi qu'il faut déconstruire un certain nombre de stéréotypes parce que justement d'aller devenir femme, on est devenu l'objet de l'homme, et on a mis entre parenthèses par exemple tout ce qui relève du côté de la rationalité, etc., de l'universel. Et là j'ai le sentiment qu'on est en train de faire le travail à rebours, dans le sens où à nouveau on dévalorise presque la rationalité chez la femme parce que ce sont d'autres caractéristiques qui doivent émerger, et notamment on retombe sur l'hypervalorisation du corps, c'est-à-dire les schémas classiques des siècles, parce que pendant des siècles l'homme a été identifié à la rationalité, la femme a été identifiée à la matérialité du corps, et j'ai le sentiment que là à nouveau on est en train de retomber dans ces pièges-là. Et paradoxalement, je crois qu'une certaine pornographie y a contribué aussi. C'est là le paradoxe aussi, parce que la pornographie au départ était censée contribuer à la libération du désir, justement, était censée pouvoir donner accès à des images qui avant étaient censurées, était censée pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à leur propre désir, et puis, paradoxalement, elle s'est de plus en plus codifiée. Paradoxalement, il s'est de plus en plus renfermé à l'intérieur d'un certain nombre de, comment dire, des schémas, comme si la comédie de l'amour ou la comédie du désir ne pouvait être jouée qu'à partir du moment où on était figé dans un rôle. La partition est déjà écrite. Ouais. D'ailleurs ? Oui, moi je ne lis pas que tu décrives là une tendance, hein, mais en ce qui concerne les relations entre les sexes, par rapport à la question de l'égalité, ce que tu décris, une tendance sociologique, en particulier c'est vrai, tout ce que tu dis sur
dans un certain secteur, une certaine tentative pour recodifier. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre ça en relation avec des mouvements qui sont des mouvements totalement inverses et qui sont des mouvements de, comment dire, je dirais presque de décodification, ou des mouvements inverses. Par exemple, il n'y a pas que la pornographie, il n'y a pas que la question du rapport homme-femme prise au sens étroit du terme, il y a tous les débats sur l'homoparentalité, il y a tous les débats sur la recomposition de la famille, il y a les débats sur les mères, etc. Donc, de ce point de vue-là, alors, je reviens toujours à mon idée, hein, c'est que coexistent des mouvements qui sont des mouvements totalement contradictoires. Hein. Donc là, tu décris quelque chose qui, selon toi, tient du retour en arrière. Et moi, je te dis qu'en même temps, ce qui contrarie ce retour en arrière sectoriel, ce sont des transformations, des bouleversements extrêmement... des transformations très très profondes, l'ordre du sociétal, où les rôles sexuels sont complètement bousculés, hein, ou quand on discute par exemple de la question du genre par rapport au problème du sexe, on a déjà un remaniement, hein, de la réflexion traditionnelle, quand on discute de l'homoparentalité, de la possibilité d'adopter des mères porteuses, tout ce que tu voudras. Hein. Donc moi je ne crois pas qu'à ce niveau-là, au niveau de l'égalité entre les sexes, ou de ce qui se joue autour de la différence des sexes, de la question du genre, on puisse parler simplement d'un retour en arrière. Je pense qu'il y a dans certains comportements, hein, ce que tu appelles un retour en arrière, mais en même temps, ce retour en arrière ne peut absolument pas oblitérer tout ce qui est de l'ordre de bouleversements extrêmement profonds. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est pas ça. Le problème n'est pas là. Hein, je ne parle pas de jugement de valeur. Mais je ne crois pas que ça puisse effacer ce qui me paraît de l'ordre de transformation. Oui, tu as raison, sauf qu'encore une fois, si je prends les cas de l'Italie, notamment, on n'a même pas été capable de voter une loi contre l'homophobie. Oui, d'accord. Mais ça, c'est le cas de l'Italie. Je ne connais pas bien le cas de l'Italie, mais non, mais bien sûr, non, mais parce que pour moi, le problème, c'est que, encore une fois, peut-être je suis obsédée, hein, c'est pas ça. Mais j'ai vraiment les... Vous n'êtes pas obsédée, vous êtes italienne. Non, mais parce que je me demande s'il n'y a pas là aussi quelque chose qui se joue et qui peut expliquer, parce qu'en Espagne c'est pareil aussi, on a eu des gros mouvements, des droits qui sont allés en avant. C'est aussi un pays catholique, etc. Ouais, mais justement, et là, à quoi on assiste? On assiste à des grosses manifestations qui veulent même remettre en question la liberté d'avorter. Et donc, moi, c'est ça qui me pose un problème. Après, parce que j'ai le sentiment qu'on est dans vraiment, on a démarré vers un retour en arrière. Il y a une expression maintenant qui m'échappe en anglais, parce qu'il y a beaucoup de féministes américaines qui a un mot qui explique les retours en arrière. Ça m'échappe. Entre l'italien et le français, pardonnez-moi, ça ne me vient pas. Alors, il nous reste un quart d'heure, puisque le désir file et nous entraîne en accélérant le temps. Et je voudrais que ce dernier quart d'heure soit consacré à des questions ou interventions que vous pourriez avoir sur ce sujet brûlant s'il en est. Donc voilà, la parole est à vous, à moins que vous nous la laissiez de manière totalement antidémocratique. Une question, intervention, contestation. Oui ? Je me demande si le paradoxe sur au moins 3 ou 4 points n'est pas apparent. Je m'explique. Je pense que ce serait plutôt les deux facettes d'une même réalité, mais dont l'une est plus évidente que l'autre, plus refoulée. Par exemple, en ce qui concerne ce que vous disiez à propos de la défiance, la méfiance, la confiance. La confiance en l'autre est conditionnée par la confiance en soi. La confiance en soi est la condition sine qua non de la confiance en l'autre, parce que c'est ce que l'on projette sur l'autre. Et de la même manière, la défiance. Par conséquent, si on se méfie de l'autre, ça veut dire qu'on se méfie de soi, et donc forcément, on aurait besoin,
justement d'une reconnaissance de l'autre, puisqu'on se méfie de soi et qu'on n'a pas cette reconnaissance. Et ainsi, ça ne serait pas un paradoxe, mais les deux éléments d'une même réalité. De la même manière, la question de la tendance que l'on constate, victimaire, compassionnelle, l'identification à la victime d'une part, et le durcissement que vous avez relevé de tous les rapports humains. Eh bien, l'aspect compassionnel, c'est la face évidente de l'iceberg, et ça recouvre, ça dénote l'autre élément refoulé qui est l'aspect cruel. C'est la même réalité. Et enfin, concernant ce que vous disiez à propos de la pornographie, de la sexualité à la pornographie, si l'on revient à ce qui a été dit à un moment donné, à savoir, et c'est ce que je pense, pas seulement moi, que le désir par nature est toujours le désir de l'objet perdu, c'est-à-dire d'un objet primaire, primordial, originel, qu'à la mère tâche qu'on la fantasme. Si ce désir, c'est toujours celui de l'objet perdu, et donc toujours par définition inassouvi, il comporte deux composantes. Et ça évolue tout au long du développement psychosexuel d'un enfant. Il y a une composante dite tendre et une composante dite érotique sexuelle. Et la sexualité, telle qu'on pourrait idéalement, c'est-à-dire jamais sympathiquement la représenter, serait une intégration, une unification des deux composantes. La composante érotique, purement sexuelle, et la composante tendre. Il se trouve que l'évolution des mœurs depuis pas mal de temps fait qu'au nom de la toute jouissance, enfin comme ça, comme une toute puissance, on a désintriqué ces deux éléments. Et ignorer, semble-t-il, de plus en plus que la composante sexuelle et érotique qui serait, si j'ose dire, mise à nu, et forcément l'autre composante, la composante tendre, étant reléguée au second plan. Et puisque c'est une désintrication, l'objet du désir est, si j'ose dire, de plus en plus lointain, de plus en plus inaccessible, d'où cette pornographie ne fait qu'alimenter le désir, il est par nature de plus en plus inassouvi. Parce que vous dites. Merci. Alors, c'est... votre question, elle est... Vous me direz après quel est votre métier, quelle est votre formation. Je peux vous répondre, psychanalyste. Ah ben voilà, c'était les sentiments que j'avais, mais... je suis presque complètement d'accord avec vous, mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer de répondre un tout petit peu à ma façon. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Je vais répondre sur l'aspect confiance et l'aspect désir. Alors, sur la question, évidemment qu'il y a un lien, que la confiance en soi est la condition sine qua non pour pouvoir faire confiance à l'autre. Au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire quand on parle confiance en soi, on pense à ce qui explique, par exemple, parmi d'autres, Winnicott, quand on apprend à se tenir, parce qu'il y a eu le mouvement d'aller-retour de la mère qui a donné suffisamment de confiance à l'enfant pour savoir qu'il était aimé même dans l'absence de la mère. Sauf que les problèmes auxquels je faisais référence aujourd'hui, c'est que on transforme la confiance en soi dans une sorte de compétence. D'ailleurs, c'est ça d'ailleurs qui est paradoxal. Donc, c'est qui n'a plus rien à voir avec la base austère de la confiance en l'autre, mais on la transforme dans une sorte de compétence personnelle. D'ailleurs, on déforme même les termes. On parle de self-esteem, d'estime de soi. Donc, ce serait plutôt quelque chose qui indiquerait que celui qui a confiance en lui n'a pas besoin des autres. Là où, effectivement, la confiance en soi est cette base austère qui doit être là, parce que sinon, tout simplement, on ne peut pas faire confiance à l'autre. Parce que, étant donné que la confiance, ça nous met à nu, si je te fais confiance, ça signifie que je mets à nu ma vulnérabilité, ma faiblesse,
parce que je t'accorde un crédit, et à partir du moment où je t'ai fait confiance, forcément, je suis dans une situation de vulnérabilité parce que tu peux me trahir, il n'y a pas de confiance sans trahison possible, et bien s'il n'y a pas une base solide qui est là, je ne peux pas te faire confiance simplement parce que je sais que si tu me trahis, je m'effondre. Et donc j'ai besoin de savoir que j'ai quelque chose sur lequel m'appuyer. Donc c'est pour ça que je dis, je suis complètement d'accord avec vous, sauf que ce qu'on a fait de la confiance en soi aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir avec cette base-là solide, exclut cette idée de la confiance en l'autre. Même s'il y a toujours cette idée d'une reconnais-moi qui est derrière. Alors, sur la question du désir, oui, là je suis parfaitement d'accord avec vous. Je n'ai fait que le reformuler à ma façon, pour voir si j'ai compris. C'est clair que c'est évident qu'il y a la dimension tendre et la dimension érotique, hein, et qu'ici on ne fait que réduire la dimension érotique par les biais d'une représentation pornographique, il y a les côtés tendres qui passent, qui échappent, et du coup, étant donné qu'il est constitutif de l'objet du désir, c'est le désir lui-même qui n'est plus là, qui ne peut plus être là. Donc là, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, dans ce livre qui s'appelle La pornographie ou l'épuisement du désir, c'était ce que j'avais essayé de montrer dans ce livre-là. Donc, sur ce point-là... mais je suis d'accord avec vous même sur la partie confiance en soi, confiance en l'autre. C'est juste ce qu'on a fait de la confiance en soi qui exclut la possibilité même de faire confiance en quelqu'un. Parce qu'il y a un dévoiement du terme. Enfin, je ne veux pas que ça se réduise à un dialogue, mais parce qu'il y a un dévoiement du terme. Parce que si on a véritablement, si on a véritablement confiance en soi, au sens où vous l'entendez, au sens où vous l'avez repris, c'est-à-dire de si on a un minimum d'assises, voilà ce que ça veut dire, de fondation, d'assises personnelles, même si on est trahi par l'autre, on ne s'effondre pas. Absolument. Quand on a cette assise-là. Mais la confiance n'a, si je veux dire, rien à voir avec les compétences. La confiance en soi, c'est autre chose que compétence. Non, mais complètement. Oui. Vous êtes finalement d'accord, on est navré de le constater. Myriam ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, et je crois que, en fait, cette espèce de dégradation de la confiance en compétence, et qui fait que d'une certaine façon, parce qu'au départ, quand on prend les choses, les termes avec leur sens générique, c'est vrai qu'il y a un lien absolument indissoluble entre la capacité, la confiance en l'autre et la confiance en soi. Donc on est véritablement dans une relation absolument, je dirais, indissoluble. Bon. Mais à partir du moment où effectivement, je dirais que la confiance se rétrécit en compétence, parce que ce qui est aussi une manière de faire d'un individu qui est un individu complexe, compliqué, une entité beaucoup plus monolithique. Hein, par exemple, de réduire, et ça c'est un processus tout à fait caractéristique de ce qu'on appelle du néolibéralisme, c'est-à-dire le fait de vouloir uniformiser l'individu de manière à éviter d'ailleurs un certain nombre pour éviter un certain nombre de complications. Et cette uniformisation est en même temps un rétrécissement de la subjectivité, une volonté de rétrécissement de la subjectivité, ce qui fait qu'on peut voir par exemple, comment l'échange se rétrécit en concurrence, comment ça c'est assez intéressant aussi à voir, comment la confiance se rétrécit en compétence, je dirais même en performance. Et comme à ce moment-là, la question du rapport entre la confiance en soi et la confiance en l'autre se pose de façon tout à fait différente. Un débat passionnant. Une autre question ? Alors il y en a plusieurs. Oui, donc monsieur en bleu. Oui, c'est vous. Vous êtes bleu. Bonsoir. Je voulais continuer sur cette question de la performance et de la concurrence. On a beaucoup dit ce soir, on a parlé de l'épuisement, du désir et de la confiance. Il me semble qu'il y a une thèse dans les années 90 qui a soutenu que l'économie, dans sa forme actuelle, proposait beaucoup sur la confiance. Et qu'est-ce que vous anticipez, comme vous en tant que philosophe, comme changement dans l'économie, dans nos modes de consommation, maintenant que la confiance telle qu'on la connaissait, maintenant que le désir tel qu'on connaissait
est en train de changer? C'est ma question. Là, vous faites référence au livre d'Alain Périfit, La société de confiance. Oui, d'accord, ok. Mais là encore, parce qu'on parle de confiance et puis il faut voir qu'est-ce qu'on y met derrière. Le problème, c'est que dans les modèles, vous savez très bien que dans les modèles de Périfit, la confiance dont il parle est la confiance compétitive. C'est-à-dire l'effet de se lancer dans des entreprises risquées en étant tout le temps dans les tentatives de dépassement de soi. C'est-à-dire, c'est la confiance selon les modèles anglo-saxons. Et donc, cette fameuse confiance en soi qui doit pousser à aller toujours au-delà de ses propres capacités, de ses propres limites. Sauf que ces modèles-là, c'est complètement cassé la gueule au moment, ne serait-ce que prenons comme les moments symptomatiques, les moments de la crise. Dans les moments de la crise économique, c'est ces modèles-là qui s'est un peu cassé la tête. Parce que ça a montré que finalement, cette confiance compétitive-là engendrait de la défiance. Et engendrait de la défiance parce que finalement, il n'y avait pas quelque chose de solide sur lequel elle retombait. C'est-à-dire, c'était une production de quelque chose qui a fait splash à un certain moment. Et c'est tous les modèles, je simplifie énormément, donc pardonnez-moi, mais c'est un peu tous les modèles du volontarisme poussé au bout qui s'est frotté les ailes. Parce que c'est comment on peut lire aussi la crise? On peut la lire comme un retour du réel, un retour de la réalité, qui a montré effectivement que non, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Non, il y a la réalité qui est là et qui met des limites. Alors bon, après il y a la lecture plus économique, mais là ça nous entraîne loin, parce qu'il faudrait aller récupérer la différence qui existe entre la notion d'égoïsme. Alors là maintenant je m'en mets tout seul les pinceaux entre la notion d'égoïsme relatif et égoïsme poussé à l'extrême. Alors c'est toute la question du dilemme du prisonnier, c'est-à-dire là vous les connaissez les modèles dans le dilemme du prisonnier, qu'est-ce qu'on arrive à montrer d'un point de vue mathématique? On arrive à montrer qu'il faudrait choisir irrationnellement de coopérer avec l'autre. Là où toute la question de l'intérêt en soi, uniquement en soi, l'intérêt personnel, c'est-à-dire les choix rationnels, amène finalement à la conséquence de ne pas maximiser les résultats pour la société tout entière. Sauf que pour pouvoir faire les choix irrationnels de coopérer avec l'autre, il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire les sauts, c'est-à-dire l'effet de faire confiance à quelqu'un avant même d'avoir la preuve de sa fiabilité. C'est que toute la dimension du saut ou du pari de la confiance. Myriam? Oui, moi je suis très, je dirais la même chose sous un, comment dire, des termes un petit peu, différents. C'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi on a assisté, là, récemment, c'est à des formes de rétrécissement de la subjectivité, comme on disait tout à l'heure, rétrécissement de la confiance sous la forme d'une compétence qui est attestée uniquement dans l'efficacité. Donc au fond, je pense que, ou alors par exemple le fait qu'on a substitué à une notion aussi riche et aussi diversifiée que la notion d'échange, parce que l'échange c'est pas simplement l'échange économique, c'est pas simplement l'échange des biens, c'est l'échange des mots, c'est l'échange symbolique, c'est l'échange des idées, c'est l'échange culturel, etc. Et en fait cette notion s'est trouvée rétrécie sous la forme de la concurrence, hein, et qui d'ailleurs qui opère de la déliaison, parce que l'échange ça fait du lien, la concurrence ça se joue entre des atomes, entre des individus ou des atomes complètement isolés. Donc sans doute, c'est très général ce que je dis, mais la seule perspective que nous puissions avoir maintenant après l'effondrement justement de ce modèle compétitif avec la crise, c'est de réélargir en quelque sorte les dimensions de la subjectivité. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi admettre que les sujets sont des sujets hétérogènes en eux-mêmes.
hein, que ce sont des sujets hétérogènes, que ce sont des sujets partagés. Hein. Ça, c'est par exemple quelque chose sur quoi Foucault avait beaucoup insisté dans ses derniers textes à propos des modes de subjectivation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut accepter, et là on retrouve véritablement une vision, je dirais, comment dire, positive, entre guillemets, de la démocratie comme inachèvement et donc comme société du désir, c'est-à-dire le fait que cette hétérogénéité, elle implique aussi des disparités internes qu'on ne pourra jamais combler, de la même façon qu'il n'y a pas de comblement possible du désir, mais évidemment c'est très difficile. C'est très difficile à faire admettre aussi aux individus. C'est leur faire admettre d'une certaine façon une certaine dose, je ne dirais pas de frustration, mais d'insatisfaction structurelle. Je voulais juste, pour le jeune homme tout à l'heure, parce que en fait c'est la différence, parce que je me suis mal expliquée, pardonnez-moi, entre égoïsme absolu et égoïsme relatif, qui dérive finalement de la lecture que l'on donne de l'intérêt individuel. Donc l'intérêt bien compris nécessite la prise en compte de l'autre et pas l'exclusion de l'autre. Voilà, je l'ai reformulé de façon claire. Alors, voilà. 2 dernières questions, monsieur. On va peut-être prendre les 2 questions ensemble, parce qu'il nous reste 2 ou 3 minutes. Oui, monsieur. Je pense qu'il y a de nombreuses formes de désir. Je vais parler de désir sexuel, mais également le désir du pouvoir, le désir d'argent, sans refus, le désir négatif, le désir du mal, de pouvoir, désir d'argent, désir de reconnaissance, multiplicité des désirs de pouvoir, l'argent, du mal, de reconnaissance. Vous pouvez hiérarchiser ces désirs ou les classifier, comment vous les considérez les uns par rapport aux autres? Comment vous classifiez ces désirs et vous les considérez les uns par rapport aux autres? Oui, monsieur. Oui, justement pour compléter, vous avez souvent défini le désir par rapport au manque, par rapport à l'objet perdu, par rapport à l'absence. Et en même temps, vous avez donné d'autres pistes en parlant par exemple du désir selon Hegel et le désir de l'autre. Vous avez parlé d'intersubjectivité, d'échange, et vous avez aussi, je crois, parlé d'un désir. J'aimerais vous entendre compléter cette citation, cette évocation, d'un désir d'engendrement, qui ne serait pas celui que prend pour des êtres désirants de faire un enfant, mais vous avez parlé aussi de production. De développer cet aspect de désir, soit selon cet auteur, soit selon vous-même, le désir dans les définitions par rapport à l'intersubjectivité, l'échange, et pas seulement comme manque. Alors ce sera une belle double question conclusive, c'est-à-dire définition du désir dans son ambivalence et dans sa multiplicité, la multiplicité de ses objets. Alors, Marcella, tu as 1 minute. Non, Michela, d'abord Michela. Pardon, Michela. Et alors, non, je ne peux pas développer parce que je n'ai pas le temps. La chose pour moi qui était importante, c'est dire à chaque fois que l'on parle du désir, il y a les côtés manques, c'est les points de départ, mais ça ne s'arrête pas. Après, il y a toujours l'aspect de productivité, d'engendrement. On fait quelque chose de son propre désir. D'ailleurs, je crois que le drame d'une vie, c'est quand on n'arrive pas à faire quelque chose de son propre désir ou quand on oublie d'être un être de désir. Il y a plusieurs auteurs auxquels faire référence. Ce serait intéressant aussi à reprendre la question du désir mimétique, parce que moi je ne comprends pas la position de René Girard sur la question du désir mimétique. J'ai quelques problèmes, je ne crois pas que ce soit du désir là. Mais bon, mais ça ce sera peut-être l'objet d'un débat. Alors, multiplicité des désirs. Alors, je ne sais pas si quand on parle du pouvoir, on parle des désirs. Et quand on parle d'argent, on parle des désirs. Parce que là, je crois, mais je peux me tromper, on peut parler des goûts du pouvoir, on peut parler d'envie de cumuler de l'argent, mais justement on déplace. C'est-à-dire on va vers des objets bien définis qui sont censés combler un manque. Là où pour moi, ce qui caractérise les désirs, c'est le fait qu'on ne vise pas à les combler, on vise à les traverser. Et ça, forcément, avec quelqu'un. Donc il y a des désirs que le désir de l'autre, tu reviens à ce que tu disais effectivement à l'origine. Oui.
Non, moi je dirais qu'il n'y a de désir que du désir de désir. Ça, c'est l'expression de Hegel, et que, au fond, cet aspect-là est plus important que de savoir si on est conscient de son désir. Donc ça, c'est la différence absolument fondamentale. On peut parler à ce moment-là d'un infini du désir. Bon, alors, maintenant, moi je dirais que si on admet l'idée d'un infini du désir, il ne peut pas y avoir d'épuisement du désir au sens de la fin. Bien, eh bien nous avons commencé sur à bout de désir, nous finissons sur l'infini du désir, et donc nous vous laissons à votre désir infini, à votre subjectivité désirante, en espérant que vous avez apprécié cette traversée. Merci beaucoup et merci à nos deux invités.